Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Pour ce premier épisode de la saison 3, je suis ravie de vous présenter Laurence qui est accompagnée de Piper de l'école des chiens guides du Centre-Ouest. Et oui, encore une nouvelle école par ici, car même après plus de 30 épisodes, il me reste encore beaucoup de choses à vous partager et à vous faire découvrir. C'est donc du côté de Clermont-Ferrand que Laurence partage son quotidien bien rempli avec Piper du nom de l'héroïne de Charmed. Après la découverte du chien guide très jeune à la télévision, Laurence a su tout de suite qu'un de ses chiens ferait partie de sa vie un jour. Mais comment transmettre et partager au mieux son quotidien avec les autres pour faire changer le regard sur la déficience visuelle ? Entre sport, apprentissage des langues et sensibilisation, Laurence revient sur son évolution depuis son premier chien guide jusqu'à aujourd'hui. Elle nous raconte aussi comment ces moments de sensibilisation sont riches d'enseignements, que ce soit face à une classe d'enfants ou au sein même d'une entreprise. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Laurence. Bonjour Estelle. Merci d'inaugurer cette nouvelle saison. On enregistre en décembre, mais on va diffuser tout ça en premier épisode de 2022. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Bien entendu. Je salue également tous les auditeurs qui nous écouteront. Je suis Laurence Vanel, j'ai 40 ans, j'habite Clermont-Ferrand, je suis non-voyante et j'ai eu 3 chiens guides. Alors justement, tu nous permets aujourd'hui d'explorer une nouvelle contrée, puisque le centre de la France, même si c'est pas très loin de chez mes parents et de là où j'ai grandi, j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir des invités de ce coin-là. Et justement, comment toi tu en arrivais à avoir un chien guide, puisque du coup c'est des écoles dont on n'a pas forcément parlé. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tout ça est venu et comment toi tu es arrivé jusqu'au chien guide ? Bien entendu. Eh bien, moi, ce sont les médias qui m'ont apporté cet éclairage intéressant. Puisque j'avais 12-13 ans, je regardais la télévision, comme beaucoup d'ados à cette époque-là, et je regardais une série qui s'appelait Les yeux d'Hélène. Et dans cette série, il y avait une actrice, en fait, une très jolie actrice, je voyais un petit peu à l'époque, qui retrouvait son autonomie grâce justement à un chien guide. Elle utilisait aussi sa canne. Nous, la locomotion à cette époque-là, nous la débutions assez tard. Aujourd'hui, 5-6 ans, même un petit peu avant, quand il commence à se déplacer tout simplement. Et quand j'ai vu que cette dame se débrouillait tellement et était tellement flamboyante avec ce chien, je me suis dit plus tard, moi aussi, je serais comme cette dame, j'aurais un chien guide. À ce moment-là, tu voyais encore un peu, tu avais déjà un peu de vision en moins. Comment ça se passait ? Moi, je suis née très malvoyante. J'ai pas vu d'un œil toujours et je voyais 1/100 de l'autre œil. D'accord. Voilà, ce qui me permettait d'écrire en noir un petit peu, de voir les couleurs, les formes, de me faire une petite bibliothèque visuelle. J'ai perdu la vue tard. J'ai perdu la vue à 29 ans. D'accord. Suite à une greffe de cornée qui n'a pas fonctionné. Mais je n'ai jamais assez vu pour me guider sans canne, sans aide technique, que ce soit une canne ou un chien. Et l'adolescence étant une période très compliquée en général, et pour une personne handicapée, ça l'est d'autant plus. Cette personne m'a permis d'accepter ma canne. On la voyait à la télé, quoi. Et c'était plutôt très, très porteur. Et là où j'ai vraiment concrétisé beaucoup plus tard cette envie d'avoir un chien guide, eh bien, c'est juste avant ma majorité, puisque à l'époque, peu d'adolescents, voire quasiment pas, n'avaient de chien. Et puis moi, je n'avais pas en plus la maturité pour avoir un chien, je pense. On n'en avait pas à la maison, c'était différent. Donc du coup, j'ai fait mon dossier, en fait, 2 ans avant mes 19 ans, puisque j'ai eu mon bac à 19 ans. Et donc, j'ai pu avoir en 2000 mon premier chien guide, un Flat Coat Retriever OL, à l'école de Lyon. Et effectivement, mon bac. Donc, je commençais très bien le millénaire.
Donc grâce aux yeux d'Hélène, je regarderai parce que je connais pas cette série, tu vois, c'est intéressant, tu es la première à me le citer, qui avait un peu du coup déculpabilisé ce fait d'être un peu déficient visuel et de s'accompagner soit de la canne, soit d'un chien guide du coup. Ça t'a ouvert les yeux pour le coup sur cette possibilité-là. Oui, complètement. Et toi, tu étais déjà à Clermont-Ferrand ou tu étais plus près de Lyon à l'époque? Alors, moi, je suis originaire d'Annecy, de Haute-Savoie. D'accord. Et j'ai fait mes études à Lyon, donc qui m'a amenée à me rapprocher effectivement de l'école de chien guide de Lyon. J'ai eu la chance d'être guidée donc par OL, en référence à l'Olympique Lyonnais. Une superbe flat coat retriever qui m'a vraiment libérée parce que à l'époque, je sortais très très peu. Mes parents me laissaient pas trop sortir, donc c'est pas grave, c'était l'époque aussi. Et du coup, moi, j'ai vraiment exploré ma ville, exploré le monde en général, voilà, grâce à mon chien où j'étais beaucoup plus à l'aise et elle a débloqué énormément de choses en moi. Oui, du coup, tu as découvert Lyon grâce à OL qui t'a accompagné un petit peu de partout. Parce que après ton bac, du coup, tu es restée sur Lyon également? Alors, je suis restée quelques années sur Lyon. J'ai tenté l'université, qui n'a pas été un grand succès pour moi, mais j'ai étudié les langues, mais je les pratique toujours aujourd'hui d'une autre manière. Donc, c'est un réel bonheur que je n'ai pas oublié. Voilà, j'ai fait une formation post-bac à Clermont-Ferrand, puisqu'il y avait le choix à l'époque entre Clermont-Ferrand et Paris. Et Paris me semblait trop vertigineux. Ce que je peux comprendre. J'ai préféré la ville moyenne de Clermont-Ferrand et j'y suis toujours actuellement. D'accord. T'as basculé donc de Annecy, t'es allé un peu du coup vers l'ouest avec Lyon et puis encore vers l'ouest. Alors c'est la même région maintenant, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup tu es atterri à Clermont-Ferrand. Complètement. Donc OL t'a guidée à Clermont-Ferrand? Absolument. Elle m'a guidée à Clermont-Ferrand jusqu'à l'âge de 11 ans. À l'époque, nous n'avions pas de délai pour la mise en retraite, ce qui est maintenant c'est plus le cas et c'est heureux. Mais elle était en pleine santé, donc elle a travaillé jusqu'à cet âge vénérable. D'accord. Le premier chien était quelque chose de très fusionnel. Donc, je l'ai gardé jusqu'au bout de sa vie. Vous avez passé presque une dizaine d'années ensemble, j'imagine. Absolument, puisqu'elle est décédée à 13 ans et demi. Donc, tu as pu la garder? C'est ce que tu nous disais. J'ai fait ce choix. Je n'ai pas repris d'autres chiens tout de suite. J'ai repris ma canne. Et ensuite, j'ai refait ma demande pour avoir un autre chien dans cette même école de Lyon, parce qu'elle était chère à mon cœur. Et j'avais de très bons contacts. Donc, Martial a été l'éducateur de ma première chienne guide, OL. Et Romain, ensuite, m'a proposé 2 chiens. En 2012, j'étais avec Funky. Donc, il y a eu quelques mois pour faire le deuil d'OL, ce qui m'a été très bénéfique. Et Funky, notre histoire n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce que c'était un formidable chien guide. Par contre, il était réactif aux congénères. Donc, je n'avais pas le physique pour accueillir un tel chien. D'accord. Mais je suis très heureuse de savoir qu'il a effectué une très longue carrière auprès d'une jeune dame lyonnaise qui a passé de formidables années avec ce chien. Oui, parce que du coup, tu as fait un essai, tu as fait la remise, vous avez fait quelques semaines ensemble et ça s'est avéré trop compliqué au quotidien pour toi. Et donc, dans ce cas-là, le chien est réorienté vers une autre personne, ça peut arriver. Et bien sûr, il bénéficie du coup d'une réorientation en tant que chien guide le plus possible. Et donc là, tu disais qu'il a accompagné une personne sur Lyon, du coup. Absolument, tout à fait. Il est resté avec chez moi 3 semaines. Quand ça devenait trop difficile, les éducateurs ont été pleinement à mon écoute. Donc, dans la même promotion, ils m'ont proposé 2 chiennes à accueillir en week-end, quelques mois après. Donc, Féroé et Fleur, 2 petites labradors noirs adorables. J'ai pu choisir entre les 2 chiens. Et donc, j'ai choisi Fleur. Alors, qu'est-ce qui a fait que ton cœur a balancé pour Fleur ? Notre cœur balance, mais il faut se rendre aussi à l'évidence que nous avons des vitesses de marche susceptibles d'évoluer. Et Féroé marchait beaucoup moins vite que Fleur. Elle était très appliquée, mais c'était plutôt un chien pour une première remise, je dirais, quand on n'a pas trop l'habitude. Donc toi, tu avais déjà le pas assuré grâce à l'accompagnement d'OL pendant une dizaine d'années, donc il fallait que ça suive. Complètement. Donc tu as dû passer pareil une petite dizaine d'années, si ce n'est que je pense que entre la mise à la retraite tardive, on va dire, avec le recul de OL et puis les 10 années que tu as passées avec Fleur, les choses ont évolué du côté de la retraite. C'est important de le dire, on a quand même beaucoup évolué du côté des chiens guides, même si c'est un mouvement qui est beaucoup plus récent en France que dans d'autres pays, notamment les États-Unis. On s'est amélioré notamment sur cette mise à la retraite avec la Fédération française des écoles de chiens guides qui a mis en place
place un certain nombre d'habitudes avec ces écoles fédérées. Et c'est ce qui a bénéficié à Fleur, du coup? Alors complètement, c'est vrai qu'on nous prépare davantage à la retraite, il y a des bilans gériatriques, il y a des rencontres de famille, il y a vraiment un accompagnement plus abouti et je dirais que ce qu'il manque un petit peu, c'est quand même la mutualisation de ces pratiques. C'est-à-dire que des écoles vont proposer par exemple des contrats d'adoption, mais vraiment étayés, avec des points à respecter, avec voilà, la personne a eu son chien pendant 8, 9, 10 ans. On aimerait qu'il y ait quand même une continuité dans les soins, dans l'attention portée à ce chien, qui n'est pas un chien comme tout le monde, malgré tout. Moi, ça serait un vœu pieux en ce début d'année que je formulerais pour que justement les écoles et la fédération se penchent sur cette réflexion d'une mutualisation des pratiques de la mise à la retraite pour que tous les chiens, même si on les confie à nos proches ou à quelqu'un qu'on connaît pas ou peu importe la personne, qu'elle ait ce souci vraiment appuyé de continuité d'éducation. Oui, parce qu'en fait, pour rappel, le chien guide reste la propriété de l'école et ensuite, selon les écoles, il peut rester encore la propriété de l'école à la retraite, même dans une famille de retraite. Je sais que c'est le cas à Paris, mais c'est pas forcément dans toutes les écoles. Et donc, en effet, il y a un petit peu encore d'amélioration, mais comme sur plein d'autres points, et heureusement, personne n'est parfait, sur cette existence d'avoir une charte ou quelque chose pour continuer à assurer un bien-être à nos chiens. Et je pense que en tant que maître, c'est quelque chose sur lequel vous êtes très sensible par rapport au fait que vous ayez passé de nombreuses années avec eux en leur compagnie, que vous n'avez pas forcément l'opportunité, comme tu l'avais fait avec OL, de les garder ensuite, et donc qu'ils puissent avoir cette continuité au sein de la famille de retraite trouvée par l'école, par exemple. Tout à fait. Donc, de son côté, Fleur a bénéficié quand même de quelques examens de pré-retraite, on pourrait dire. C'est des examens qui ont été mis en place justement pour checker quelques années avant la retraite pour voir si le chien est toujours en bonne santé dans le cadre de son bien-être. Et c'est à ce moment-là que Fleur a été détectée. Alors, c'était facilement détectable puisque Fleur avait une cataracte bilatérale et ça se voyait à l'œil nu. Donc, c'est quand même un prérequis quand même d'avoir une excellente vue pour un chien guide. Et oui. Et je dirais que le maître le sent. Le chien est moins concentré, on doit le reprendre davantage. Enfin, un chien qui vieillit, on le voit. Donc, elle a arrêté de travailler à 9 ans et demi, juste avant le premier confinement. Finalement, elle a été donc placée en famille d'accueil. C'est l'école de Lezoux qui a pris le relais de mon dossier, puisque l'école de Lezoux, on en parlera après, mais elle est plus proche de chez moi maintenant que l'école de Lyon. Et donc, elle a été confiée juste avant le premier confinement, ce qui suppose que moi, de mon côté, j'ai passé le confinement dans un appartement en sol. Oula. Ce qui donne beaucoup de force, beaucoup de détermination et plein de richesse par ailleurs. Je me suis sentie plus forte au sortir du premier confinement. Oui, parce que là, t'as vraiment passé un confinement en autonomie, ce qui t'était pas arrivé depuis longtemps, depuis Fleur, et même si tu avais fait quelques années avec OL en tant que chien de compagnie et pas de chien guide. Mais oui, ça a dû te faire un gros changement quand même. Complètement, et ça m'a permis aussi de reprendre l'utilisation de la canne blanche, ce que je trouve important, puisque c'est vrai que les utilisateurs de chiens guides, des fois, la mettent un peu de côté, et finalement, on peut toujours avoir un souci, même durant le travail du chien, donc j'ai toujours fait attention de la reprendre régulièrement, et de prendre des cours de locomotion aussi, juste après le départ de Fleur, pour me préparer à la pleine venue de ma 3e chienne guide. Tu as repris des cours de locomotion donc du côté de Lezoux, j'imagine ? Finalement à Clermont-Ferrand, ouais. Puisque l'instructrice en locomotion se déplace vers chez nous, puisque finalement c'est notre lieu de vie. Et alors ma remise ensuite a été finalement très intéressante, puisqu'avec le Covid, elle a eu lieu en décembre de l'année dernière, il y avait le couvre-feu, etc. Eh bien, elle a eu lieu complètement à domicile. D'accord. Donc pour revenir sur Lezoux, on en parle, on sait de quoi on parle, mais on parle du coup de l'école des chiens guides d'aveugles du Centre-Ouest qui a plusieurs sites, un à Limoges et depuis les années 2010, un à Lezoux, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand. Et c'est pour ça que Lyon a proposé dès la mise à la retraite de Fleur de faire le transfert du dossier pour l'école des chiens guides d'aveugles du Centre-Ouest. Et donc c'est Lezoux qui a géré tout ça et donc la suite également. Absolument. Stéphane, qui venait de l'école de Lyon, est arrivé à Lezoux, donc il connaissait un petit peu mon dossier pour m'avoir vu quand j'avais des bilans à l'école entre OL et Fleur, Funky et Fleur, finalement. Du coup, m'a proposé, effectivement, ça a été une belle histoire parce que c'était juste avant Noël.
Il m'a proposé une petite chienne, donc que j'ai entre guillemets essayé, puisque c'est un peu le terme. Et tu avais fait un peu des cours de locomotion avant, du coup aussi avec le zoo à Clermont, c'est ça? Absolument, c'est ça. On en a pas mal parlé de la locomotion, parce que c'est un métier qui est très peu connu. J'ai fait un épisode avec Marion, qui est instructrice en locomotion à Lille, l'épisode 27, et c'est vrai que c'est beaucoup de choses dont on ne soupçonne pas l'existence, des aides pour se guider et la mise en éveil de pas mal de sens que du coup tu as réactivé juste avant d'accueillir ta 3e chien guide. Absolument, et c'est grâce à toi d'ailleurs Estelle que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui exerçaient les 2 métiers, éducatrice de chien guide aveugle et instructrice en locomotion. En effet, c'est la sœur de Marion qui fait ces 2 métiers, elle nous en avait parlé dans l'épisode 27 également. Du coup c'est compatible. Donc Stéphane avait déménagé en même temps de Lyon à Le Zoo et c'est lui qui t'a proposé un petit peu à la veille de Noël, tout ça s'est passé. C'était un peu un conte de Noël en fait. Absolument. Puisque effectivement, un vendredi, j'ai essayé donc Piper, une Labrador sable. Elle m'a tout de suite plu déjà, la façon de se présenter à moi. J'ai beaucoup aimé son approche. Donc elle m'avait déjà un petit peu conquise en 3 secondes. Hein, ça s'appelle un coup de foudre. Vraiment. Et après, nous avons fait un parcours. Et bien, à la fin de ce parcours, il m'a dit sur le pas de la porte, cette chienne semble vraiment te correspondre. Vous avez déjà un très bon feeling. Je te propose de te la remettre lundi. Donc on était le vendredi ? Absolument. Le lundi 7 décembre de l'année dernière, donc, j'ai pu effectivement commencer ma remise sur 15 jours de cette adorable petite chienne qui répond au nom de Piper. Donc c'est une petite Labrador également. Une Labrador sable. J'ai eu 2 noirs et maintenant j'ai une Labrador sable, tout à fait. Qui vient aussi du CZK. Tout à fait. Comme Fleur. Voilà, Fleur est née au CZK, Piper aussi, et je remercie énormément le CZK puisque grâce à eux, nous pouvons connaître la filiation de nos chiens. Les voyants peuvent nous décrire la photo des parents et de la portée de Piper. Donc j'ai su que ses parents étaient tous les 2 noirs. Voilà, qu'il y avait dans la portée 4 sables et 4 noirs. Donc le CZK, je fais quelques rappels aussi puisqu'on reprend un peu la saison 3. Donc c'est le centre d'études et de sélection et d'élevage de chiens guides pour aveugles et autres handicapés qui se situe pas du tout loin de ton côté de Clermont-Ferrand puisque c'est tout à côté et c'est un élevage qui est mis en commun, donc c'est à Le Zoo également, pour toutes les écoles de la fédération, voire quelques autres écoles d'autres types de chiens d'assistance. Donc, ils ont la possibilité de te décrire et de t'envoyer des photos. Donc, j'imagine que tu l'avais renvoyé un mail, c'est ça ? Tout à fait. C'est par mail que l'on peut effectuer cette démarche et j'ai eu une réponse très rapide et très cordiale. Bah d'ailleurs, je mettrai les photos sur l'article de l'épisode parce que elles sont vraiment toutes mignonnes. C'est très gentil. Donc, tu as eu ce petit conte de Noël qui s'est passé l'année dernière. Entre les confinements et, tu nous disais, le couvre-feu, il y a eu cette remise avec Piper qui a passé du coup Noël avec toi. Complètement. C'était l'un, effectivement, de mes plus beaux Noëls. C'est vrai. Et alors, ces premiers temps avec elle, qu'est-ce que ça a donné ? Oh, du bonheur tout de suite. C'est une chienne qui a été très très aimée par sa famille d'accueil, Virginie et Étienne, que je remercie du fond du cœur, qui ont été très attentives à elle, qui lui ont appris des petites choses, qui lui ont appris à aboyer sur commande, qui lui ont appris à regarder par exemple les personnes voyantes dans les yeux. Elle était tout de suite très craquante pour moi. Elle a beaucoup joué, cette chienne, elle est très dans l'interaction, mais à la fois j'ai 40 ans, donc les années passent et c'est une chienne malgré tout qui est calme. Donc c'est un panel assez incroyable de qualité. Donc tu as été gâtée et vous avez commencé justement votre aventure à Noël. Et je crois que à côté de toutes ces activités autour des chiens guides, tu fais aussi beaucoup de choses. Tu nous as un petit peu parlé des langues que tu pratiques, puisque je crois que tu gères beaucoup plus de langues que moi d'ailleurs, puisque tu as gardé cette attirance de la langue que tu avais tenté d'en faire des études à la fac. Aujourd'hui, tu apprends les langues autrement ? Absolument, grâce à une association qui s'appelle Un regard pour toi, qui est une association parisienne qui, au départ, proposait un accompagnement pour l'achat de vêtements. Mais c'était compliqué durant cette période. Donc, avec un simple téléphone, en appelant un 09, etc., nous pouvions nous connecter, et nous pouvons toujours d'ailleurs, à différentes activités, à savoir des activités sportives, du yoga, etc. Effectivement, la possibilité d'apprendre ou de réapprendre selon nos niveaux, plusieurs langues, espagnol, anglais, italien, allemand maintenant, avec des professeurs bénévoles. C'est une richesse incroyable et une ouverture d'esprit assez impressionnante. Donc 3 langues en plus du français. Oui,
anglais, italien et espagnol. Donc j'ai étudié les 3 langues au lycée. Je me permets de les cultiver au fur et à mesure de l'année, oui. Ah, c'est super. Mais je crois que c'est pas encore la seule chose que tu fais. Tu fais également beaucoup de sport et je mettrai également des photos puisque tu nous as parlé notamment d'un sport qu'on imagine un peu moins, qui est l'équitation, que tu as pratiqué et dans un contexte un petit peu particulier. Tout à fait. Je suis cavalière très tardive puisque je recherchais un sport pour m'aider à faire le deuil de ma cécité complète, pour ne pas comparer. Donc, je faisais déjà de la course à pied, un peu de natation, etc. Et je n'avais jamais essayé de pratiquer l'équitation. En la pratiquant, comme ça, je ne pouvais pas comparer ma vie d'avant et la vie que je vis actuellement. Et ça a été, on parle beaucoup de passage avec les chevaux, ça a été vraiment une aide et ça l'est toujours pour me projeter dans une vie certes différente, mais néanmoins très agréable. Tu as fait justement ce choix de choisir une activité que tu ne faisais pas en étant en partie voyante pour vraiment te prouver et puis pour changer ton propre regard sur ta cécité. Avant tout, oui. Je veux pas prouver les choses, je veux juste éprouver du plaisir. Mais c'est vrai que c'est un sport qu'on imagine peu pratiquer en tant que malvoyant ou déficient visuel. Et c'est un sport qui, pourtant, tu es pas la première personne qui m'en parle. Je pense beaucoup à Laetitia Bernard, qui est journaliste sportive, justement, qui a été championne de France de saut d'obstacle et qui, elle aussi, est déficiente visuelle. Je sais pas si tu connais son profil, mais elle a écrit un livre et c'est très intéressant ce qu'elle raconte. Alors, elle, c'est un peu différent vu qu'elle est aveugle de naissance. Donc, elle a pas fait le même choix et la même... Est-ce qu'on peut parler de thérapie de ton côté? En tout cas, un avancement certain. Un avancement, du coup, entre le avant et le après. J'ai lu le livre, effectivement, de Laetitia Bernard, ouais. Et j'ai eu l'immense chance de la rencontrer 2 fois. D'accord. Sur un séjour tandem. Nous relions, c'était tout à Strasbourg. On devait toutes relier Strasbourg en tandem. Je garde des moments inoubliables. C'est une personne qui est vraiment accessible et très, très, très gentille et qui partage aisément cet amour de l'équitation. Et c'était un bonheur de la rencontrer aussi sur un autre séjour tandem Auvergnat. Nous avons eu le privilège qu'elle soit avec nous. C'était du bonheur. Donc tu nous donnes aussi cette info que tu fais du tandem, donc en vélo, hein? En vélo, tout à fait. On en avait beaucoup parlé parce que je pense que tu connais Romain, qui est accompagné de Ocha. J'avais fait l'épisode 26 avec lui au mois d'août, et justement, donc Romain a découvert le tandem grâce à sa cécité, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et qui du coup se professionnalise et veut devenir vraiment un athlète handisport sur ce sport-là en tout cas. J'y souhaite profondément, et c'est vrai que le sport, de manière générale, qu'on la pratique en compétition ou qu'on la pratique en loisir, nous permet des rencontres richissimes. En complément du sport, tu fais encore quelque chose, c'est ces histoires de sensibilisation et d'ouverture, parce que au final, quand on fait un sport, là, le tandem, etc., comme tu disais, il y a beaucoup de rencontres, mais qui sont au sein de la sphère déficient visuel. Mais je crois que ce qui t'intéresse encore plus, c'est de partager et d'expliquer et de montrer parfois à des jeunes, mais aussi à des entreprises, comment ça se passe en vrai. Absolument. On m'a fait confiance de nombreuses fois dans le réseau associatif pour participer à des sensibilisations. Je pense notamment à Accessence, qui s'appelait à l'époque Brailliculture, qui a changé de nom très récemment, et qui organisait des demi-journées auprès d'élèves de CE2 au CM2 autour d'ateliers en partenariat avec l'académie bien sûr pour découvrir effectivement la cécité. Alors nous avions un atelier de locomotion. Nous montrions à la fois la technique de canne, la technique de guide aussi. Les enfants étaient en binôme, les yeux bandés, pour se rendre compte du déplacement quand on est guidé par un autre et quand on est aidé par un autre. Et sur cet atelier, nous avions également la canne électronique qui était évoquée, les différentes façons de mal voir, avec des photos, tout simplement. On a de très très bons supports qui sont faits maintenant. Et moi, effectivement, j'apportais le témoignage du chien guide. Voilà, donc avec la présence d'un chien, bien sûr. OL l'a fait beaucoup, Fleur énormément. Et c'est vrai que c'est un exercice qui me plaît vraiment, puisque j'étais aussi sur l'atelier Braille, où là, les enfants, on leur distribuait un alphabet, on leur montrait le Braille, les 6 points au tableau pour qu'ils quand même ils aient une image visuelle. Et ensuite, ils pouvaient s'initier à cet alphabet en
pouvant utiliser une machine pour écrire leur nom et prénom. Donc c'est via la Perkins, c'est ça? C'est ça, absolument. Notre Perkins. Et nous avions un troisième atelier, lui, qui était la découverte des autres sens quand on ne voit pas. Donc un atelier vraiment locomotion, donc là soit la canne, soit canne électronique, soit avec le chien. Mm-hmm. Et l'atelier sur le braille, justement, donc on parle de la Perkins, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est comme une machine à écrire, comme les anciennes machines à écrire, sauf qu'au lieu, tu me dis si je me trompe, mais au lieu d'avoir des lettres, il y a 6 touches plus une pour l'espace, je pense que ça doit être ça. Tout à fait. Qui correspondent aux 6 points, et du coup, ce qui permet d'appuyer simultanément sur les bons points pour tracer un caractère. Alors, je dois pas employer les bons termes, là. Sur le coup, je suis pas experte, mais... Moi, je trouve que si tu te débrouilles plutôt très bien. C'est avec cet outil-là que les élèves pouvaient vraiment écrire, j'imagine que c'est des mots assez simples, voire leur prénom peut-être. On leur faisait deviner des mots. On avait listé des mots qui pouvaient le faire. Mm-hmm. Et également, effectivement, écrire leur prénom et leur nom. Et quelquefois, ils écrivaient un petit mot pour leur chérie, pour leur maman, pour leur mamie, etc. Donc, ça donnait des moments très, très sympas. Et tu fais ça aussi en entreprise. Alors là, avec le Covid, tout ça a dû être un petit peu bousculé, j'imagine. Complètement. Je voudrais juste compléter. Nous avions aussi un troisième atelier qui était découverte des autres sens. Et ce qui était intéressant, c'était effectivement que les enfants pouvaient découvrir que en écoutant, on pouvait apprendre plein de choses. En faisant attention au sens des masses, et on leur faisait découvrir aussi des choses cachées dans des boîtes, différentes matières, etc. Donc c'était 3 ouvertures complémentaires finalement. Effectivement, c'était très triste parce qu'on a dû interrompre ce programme malheureusement. Voilà, et on n'est pas prêt de recommencer. Mais c'est pas grave, on fait autre chose. Mais c'est vrai que la jeunesse est intéressante. Elle est sans filtre et que finalement, elle nous pose des questions très très percutantes, très logiques. Et j'aime aussi effectivement intervenir dans des entreprises, toujours avec cette association. Je suis intervenue pour Michelin par exemple, et c'était des sessions extrêmement intéressantes puisque en fait nous organisions des groupes et dans ces groupes ces personnes devaient s'aider mutuellement en ayant chacun un handicap différent. Que ce soit visuel, que ce soit invisible, ça peut être la fibromyalgie, etc., devoir s'interrompre toutes les demi-heures, 5 minutes, etc. Et savoir comment travailler en entreprise avec l'autre qui a une différence, par exemple. Ça pouvait être des acouphènes aussi. On distribuait un casque avec des bruits parasites pendant qu'on diffusait un film, par exemple. Donc la personne ne percevait pas tout et devait forcément être aidée par un autre pour accomplir une tâche, quoi. Et ça, comment ça s'organise au quotidien? Alors, on va dire, on va omettre la période Covid pour essayer de comprendre justement, toi, comment ça s'organise. C'est donc à la demande de l'association avec laquelle tu collabores, qui est Braille et Culture maintenant? C'est Accessence, pardon. C'était Braille et Culture et c'est devenu Accessence. C'est pas dans le bon sens. Du coup, Braille et Culture étant devenu Accessence, avec Accessence, du coup, tu es bénévole et ils te proposent de faire des sensibilisations comme ça. Tout à fait. Le réseau associatif clermontois, c'est que je suis disponible. Voilà, s'ils ont envie que j'apporte ma pierre à l'édifice, je suis toujours présente. Quels sont les inconvénients ou les avantages à s'engager dans ce genre de sensibilisation au quotidien? Tu nous as beaucoup parlé de ces 3 ateliers, locomotion, braille et les différents sens qu'on peut mobiliser en dehors du sens de la vue. Ça t'a apporté des choses aussi d'un point de vue personnel peut-être? Ah oui, bien sûr, puisque les enfants nous mettent face à nous-mêmes. Et c'est très intéressant et ça permet effectivement d'évoluer aussi. Tu penses que tu as évolué aussi dans ton regard sur les autres? Oui, l'échange apporte toujours. Après, tout dépend effectivement de l'implication des adultes derrière. Ça fait toute la différence. Oui, mais en tout cas, les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure quand on veut faire ce genre de sensibilisation, déjà, je pense, c'est identifier une association qui le fait. Alors, je sais que les écoles de chien guide peuvent aussi avoir des besoins. Vaut mieux se renseigner auprès d'elles. Et puis ensuite, il y a souvent des associations comme la tienne qui peuvent justement être en contact avec des écoles et des entreprises. Complètement, et même pendant cette période Covid, avec mon école et avec Piper, nous avons effectué une sensibilisation dans un collège et c'était très très intéressant. Il y avait avec moi une future chienne guide et c'était une journée formidable. Donc oui, moi, peu importe l'organisme, etc., ce qui compte, c'est de sensibiliser, de montrer que notre handicap n'est pas si dramatique que cela peut souvent paraître. Justement, avec les enfants, quand tu dis qu'ils sont cash, qui te renvoient un peu l'image de toi-même, est-ce qu'il y a des souvenirs que tu gardes de certaines sensibilisations assez particulières? Je retiens
que j'ai rencontré des élèves dans la rue, dans mon quotidien, qui se rappelaient de moi, qui se rappelaient du nom du chien. Et même après quelques années, on se dit, c'est passé. Le message est passé. On se rappelle qu'il faut pas toucher le chien quand il travaille, etc. Donc c'est ça mon bonheur. C'est effectivement qu'on vous prenne comme quelqu'un de lambda et qu'on ose vous aborder. Donc oui, ça, c'est former les citoyens de demain aussi avec les jeunes, qui j'imagine forment un peu les parents aussi par ricochet. Ah souvent j'entends dans la rue, non, faut pas le toucher maman, c'est un chien qui travaille. Et ça, je trouve ça génial. Oui, c'est sûr que la vérité sort de la bouche des enfants et en plus quand tu as fait la sensibilisation avant, tu récoltes le fruit et le plaisir en fait de pouvoir échanger en connaissance de cause sur la manière dont se comporter justement avec les chiens guides. Tout à fait. Mais écoute, je voulais justement savoir par rapport à toute cette aventure auprès des chiens guides, s'il y avait quelque chose que tu avais découvert, que tu n'imaginais pas forcément en faisant ta demande de chien guide ou en regardant les yeux d'Hélène justement. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Ah, j'ai découvert la patience. Oui. Avec un chien, on découvre la patience parce que c'est un être qui a besoin de vous, qui n'a que vous. C'est une responsabilité. Si l'accompagnement est très bien fait, je suis pleinement heureuse quand je vois que les adolescents peuvent être accompagnés maintenant d'un chien. Je trouve ça formidable, je trouve ça vraiment génial. Oui, ça me fait tout à fait écho à ce que tu dis, les jeunes guidés. J'ai fait récemment une petite sélection des épisodes déjà faits sur justement des profils de jeunes qui ont été guidés assez jeunes par un chien guide. Et on a parlé de Romain, fait du tandem et veut en faire son métier. Et lui, c'est vrai qu'il a eu, tu vois, au chat des chiens guides du Grand Sud-Ouest à 22 ans. Encore plus particulier, la Fondation Frédéric Gaillan, qui du coup n'existait pas quand tu étais, toi, plus jeune, remet aujourd'hui des chiens guides à des enfants de 12 à 18 ans. Et on a eu l'occasion d'en parler avec Bérénice dans l'épisode 28, où elle nous racontait justement la grande responsabilité d'avoir ce chien guide à elle aussi. Timothée de l'épisode 17 nous témoignait aussi qu'il avait eu l'occasion d'avoir vraiment à la veille de ses 18 ans Baltique, des chiens guides de l'Ouest, tout comme Justine, l'épisode 9. Donc c'est une sélection de 4 épisodes, Justine étant guidée depuis ses 20 ans. Et en effet, ça change... Toi, quand tu as eu OL à 19 ans, c'était un peu pareil, quoi. Et tu me parlais de moments forts avec les chiens guides. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer la comédienne, effectivement, qui a joué Les Yeux d'Hélène beaucoup plus tard, en 2014. Donc, j'ai rencontré Mireille d'Arc autour d'un café à Paris. Et sans mon chien, je n'aurais jamais eu cette chance-là. Et la chance de pouvoir communiquer très régulièrement avec cette personne que je regrette beaucoup aujourd'hui, mais qui est toujours dans mon cœur. Mais je connaissais vraiment pas la série, alors je vais me pencher sur la question. Tout ce que tu me dis me pousse à aller voir tout ça. Et la comédienne, en effet, qui intégrait Hélène, donc c'est Mireille d'Arc, que tu as pu rencontrer, c'est vraiment chouette en tout cas que tu aies pu le faire. Absolument. Ça a dû être un grand moment. C'était très intéressant et très constructif pour moi, oui, tout à fait. Mais écoute, dans ces gros moments, je me demande s'il y a un moment où tu as été bluffée par ton chien, par exemple, alors que ce soit OL, Fleur ou encore Piper récemment, et qui reste vraiment un souvenir marquant. Absolument. OL m'a bluffé de nombreuses fois, mais elle m'a bluffé un jour où j'étais pas très bien. Et je sentais venir un malaise. Tout simplement, j'étais dans la rue au guidage. Je me souviens de ne plus avoir de force, m'asseoir, et elle a eu un réflexe de venir me lécher le visage, mais peut-être pendant quelques minutes. Et je commençais à perdre connaissance. Et en fait, elle m'a ramenée. Je pense que la différence de température a fait que je suis revenue à moi. Je me suis relevée. Et nous avons continué notre chemin. Et ça fait pas longtemps que nous étions ensemble. Et là, je me suis dit, toi, je te lâcherai jamais. C'était du coup dans quel contexte tu étais particulièrement fatiguée peut-être ? Absolument, c'est ça. C'était une période un peu difficile de ma vie, effectivement. Par ses moyens, elle m'a permis de continuer, mais dans tellement de domaines, tellement de domaines. Elle t'a accompagnée dans quels autres domaines Elle m'a aidée quand je faisais du théâtre, par exemple. J'ai pratiqué 10 ans le théâtre. J'étais angoissée comme quelqu'un qui monte sur scène et qui doit se lancer. Eh bien, en la caressant, en étant juste là, quoi. En étant là, notre cœur, s'accélère moins. C'est vital. C'est une respiration, un chien guide. Bon, en tout cas, elle a vraiment marqué ton histoire. Et Fleur m'a bluffée par son professionnalisme auprès des enfants. Par la patience qu'elle a à chaque fin d'atelier, je permettais
aux enfants de la caresser chacun leur tour parce qu'ils ont envie que de ça. Oui. On leur explique effectivement dans la rue, quand on est en train de traverser, il ne faut surtout pas toucher un chien, etc. Mais ils ont envie, ils ont quand même envie. Donc, à la fin de chaque atelier, les enfants passaient et elle adorait ce moment-là. C'était quelque chose d'impressionnant. Elle avait une formidable connexion avec les enfants et je la remercie du fond du cœur pour cela et tout ce qu'elle m'a apporté aussi, puisque le chien guide est vraiment un médiateur entre nous et l'autre, quoi. Donc, on fait des rencontres tellement variées, tellement riches et tellement différentes aussi. Oui, donc elles t'ont apporté toutes les deux et je pense que Piper est sur la même lancée sans aucun doute. Complètement. Même si ça fait qu'une année. Une année passe si vite. On aimerait les retenir entre nos mains, les années. Et je revois très régulièrement sa famille, qui sont des amis. Elle a eu la chance de vivre avec une golden de la même promo niveau année. Elles ont gardé un lien très très fort que j'adore cultiver. Elle a aussi grandi avec un chat et sa famille d'accueil m'a remis un très grand album avec une centaine de photos. C'est du bonheur à saisir. Oui, c'est vrai que c'est pas souvent, mais parfois les familles d'accueil ont leur propre chien de famille. J'en avais beaucoup discuté, alors on peut parler de la meute d'Agnès dans l'épisode 18, parce qu'elle justement, elle avait les élèves chiens guides au fur et à mesure des années, et aussi 3 golden, donc ça faisait une équipée de 4, et ça m'avait beaucoup fait rire, parce que quand on avait parlé avec Agnès, elle me racontait quand elle part en vacances avec les 4, parce qu'il y en a pas un qui reste sur le carreau, donc les 3 chiens de famille et l'élève chien guide qu'elle a pour l'année, que c'est quand même une petite épopée, mais qu'au final tout se passe bien parce qu'en effet c'est vraiment des copains quoi entre eux et du coup tous sont bien éduqués. Donc alors ça passe peut-être pas inaperçu en tant que tel quand on la voit avec ses 4 golden, si c'est un golden qu'elle a en élève chien guide, mais c'est vrai que ça fait toujours un lien avec la famille supplémentaire puisque y a un lien canin au milieu et pas seulement humain chien. Et c'est vrai que c'est une chance quand l'animal a grandi avec un chat, que ce soit dans une école ou auprès de la famille, puisqu'effectivement, ils auront une approche différente des autres petits chiens. Par exemple, ils vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus attentifs, puisqu'ils ont l'habitude d'être en face de tout petits animaux, finalement. Ouais, c'est vrai que c'est une chance. Après, il faut pouvoir le gérer. Donc, on en avait pas mal discuté avec Agnès de savoir aussi quels étaient les inconvénients et les avantages à avoir d'autres chiens que son élève chien guide. On peut avoir aussi des exigences d'éducation un peu différentes parce que chacun n'a pas forcément le même métier. Ça avait été très intéressant quand même d'en parler. Enfin, je vous invite on va pas refaire l'épisode avec Agnès, d'aller écouter l'épisode 18 qui nous avait vraiment décrit, en tout cas, son expérience. Et justement, en parlant de rencontres, tu m'as parlé de la rencontre avec Laetitia Bernard, avec Mireille Darc. Et est-ce que tu as eu d'autres rencontres exceptionnelles que tu as faites via les chats guides que tu n'aurais pas forcément fait sans Fleur, OL ou Piper à tes côtés? Moi, je dirais dans la rue tous les jours. Ouais. Tous les jours, vous avez des personnes qui vont vous poser des questions, qui vont venir vers vous, des moments assez exceptionnels. Par exemple, avant-hier, j'étais dans un parc et ma chienne était détendue, donc avec son gilet de détente. Donc le gilet orange de détente, chien guide en détente. Complètement. Piper s'est approchée de quelqu'un et cette dame est venue vers moi avec sa canne et m'a dit « Oh, votre chien est venu me saluer. J'ai 96 ans, madame. » Et là, ça m'a bouleversée. Nous étions le matin, il faisait froid. Voilà, c'est des rencontres magnifiques, des gens autonomes, des gens qui ont envie, des gens qui se battent. Moi, je trouve ça me ravit le cœur quand je vois des gens comme ça. Et puis, ma Piper qui a dû s'approcher tout doucement, quoi. Forcément, elle a pas la même mobilité que des personnes plus jeunes. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très, très touchant, oui. Oui, donc c'est vrai que ces rencontres un peu inopinées et à la fois quotidiennes, que moi, je peux aussi partager, c'est vrai, quand on a des élèves chiens guides. Alors là, j'ai Saga à côté de moi. En effet, les gens viennent un peu plus en contact, d'une part, et puis ça crée un lien, quoi. Ça crée des rencontres qu'on n'aurait pas forcément faites, que ce soit au parc parce que les chiens jouent ensemble ou parce que le chien va voir les gens, comme ça a été le cas pour toi il y a quelques jours, du coup, avec Piper. Complètement. Et je pose une toute dernière question, qui est toujours un peu une question rituelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire et ton meilleur moment avec tes chiens ou un de tes chiens guides? Alors, souvent les gens parlent de honte. Moi, je n'ai jamais eu de honte avec mes chiennes. Jamais aucune des 3 ne m'a fait éprouver ce sentiment. Par contre, j'ai eu des peurs terribles. Notamment Fleur qui, à l'âge de 5 ans, a mal supporté une anesthésie complètement bénigne puisqu'on lui enlevait un mastocytome et ses reins se sont arrêtés.
Oh. Voilà, elle était condamnée. Donc, elle est allée à Marcilly-l'Étoile. L'école de Lyon a été absolument réactive puisque nous étions avant les vacances de Noël. Ils l'ont transférée de Clermont-Ferrand à Marcilly-l'Étoile. Elle a été dialysée et ses reins sont repartis. Elle a eu une convalescence et elle est revenue vers moi sans aucune séquelle rénale. Et là, le monde s'est arrêté. Hein. Le monde s'arrête et quand il retourne davantage, on se sent nettement mieux. J'ai eu des peurs aussi quand j'ai eu un chien qui s'est fait mordre. Enfin, je crois qu'avec un chien, c'est quand on n'a pas d'enfant, ce sont nos premières grosses frayeurs. Et je pense qu'on est nombreux à les avoir ressentis. Mais la honte, jamais. J'ai toujours été très fière de mes chiennes. Il y a eu des moments plus délicats. Il y a eu quelques croquettes vomies. Et alors, on ramasse. Mais c'est pas des hontes insurmontables, non. Non, mais en tout cas, ces peurs-là, oui, c'est un peu la conséquence de la responsabilité et forte responsabilité qu'on a d'eux. Et c'est pas toujours facile, en effet. C'est vrai. Et du coup, pour contrebalancer, le meilleur moment ou les meilleurs moments avec les 3 chiennes guides? Moi, c'est là où je me sens le mieux, c'est en sensibilisation. C'est quand on admire le travail, c'est quand on admire qu'il y a des familles d'accueil qui sont avant nous. Et l'un des moments forts, effectivement, c'est une élève d'une école qui, à la suite de notre intervention, a sollicité sa famille pour devenir famille d'accueil d'un futur chien guide qui l'est actuellement. Et ça, j'ai trouvé ça absolument formidable. Ouais, c'est vrai que parmi mes auditeurs, et j'espère pouvoir plus le faire cette année en 2022, j'ai aussi beaucoup de retours de gens qui, suite à l'écoute ou à différents vecteurs, mais notamment à l'écoute du podcast et à avoir découvert un peu tout cet univers qui, du coup, s'engagent différemment selon leurs moyens de temps et d'argent. Et c'est vrai que j'ai parfois des auditeurs qui me disent ça y est, j'ai fait ma demande pour devenir famille d'accueil. Et qu'est-ce que c'est bouleversant de se dire que en parlant de tout ça, et grâce à toi notamment Laurence aujourd'hui sur cet épisode, on arrive à faire rentrer des gens dans cet univers qui est bien souvent trop méconnu à mon goût et qui est pourtant tellement passionnant. Et en tout cas, cette personne-là est devenue famille d'accueil. Absolument. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux et très constructif finalement, parce que souvent, les gens observent. Et donc, peut-être qu'elle a sensibilisé d'autres enfants et d'autres familles pour cette aventure-là. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est de rester en contact avec certaines familles. Par exemple, la famille d'accueil d'OL, on est toujours en contact et c'est toujours OL qui nous relie. Même si OL vous regarde d'en haut maintenant du paradis des chiens, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est immuable. Tu ne casseras pas. C'est un fil invisible mais infini. C'est infiniment précieux, effectivement. Écoute, tu nous as vraiment raconté tout ça avec tellement Enfin, ça nous donne envie. Moi, j'ai hâte un jour de te rencontrer, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas si loin, enfin, en tout cas, de chez mes parents. Même ce que je te disais l'autre jour, c'est que ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu début octobre. J'ai quand même passé une petite semaine à Clermont-Ferrand, puisque pour mon boulot pour les chèvres, j'étais au sommet de l'élevage là-bas. Mais c'est vrai que il faudra reprendre rendez-vous. Je pense que j'y serai l'année prochaine et on ne se manquera pas. Ah, ça c'est sûr, je note le salon de l'élevage. Je viendrai te voir avec ma Piper. Avec grand plaisir. J'ai rencontré d'autres personnes, notamment un chien guide d'aveugle, accompagné d'Anaïs au sommet. Et puis Clermont-Ferrand aussi peut être un moyen de rencontre sans pour autant aller sur le salon. Et je me demandais où est-ce qu'on peut te suivre éventuellement, te retrouver, suivre tes aventures avec Piper. Sur Facebook. D'accord, donc Laurence Vanel sur Facebook. Tout à fait, absolument. Super. J'ai hâte de continuer à suivre tout ça. Je suis ravie, vraiment ravie d'avoir fait ce premier épisode de l'année avec toi. C'est moi qui te remercie aussi, Estelle, de ce moment passé avec toi. Je remercie les auditeurs et je souhaite une longue vie à ce délicieux podcast. Merci beaucoup Laurence et à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Laurence pour sa réponse immédiatement positive à mon invitation par ici et son témoignage riche d'enseignements sur le partage. Pour compléter votre écoute, vous retrouverez très bientôt sur mon site tout rénové, futureschienguide.fr, des photos de OL, Fleur et Piper qui ont guidé ou guident encore Laurence, mais aussi sa majestueuse monte en Amazon et bientôt la transcription intégrale de cet épisode.
N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram @futurchienguide ou via des étoiles sur Apple Podcast ou nouveautés sur Spotify. J'ai tellement hâte de les découvrir. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le lancement de la newsletter, mais aussi pour un prochain épisode au format tout spécial, en immersion chez une toute nouvelle famille d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.